Bonjour à tous. Nous devons l'initiative de ce colloque à ma collègue et amie, la professeure Anne Cheng, qui souhaitait faire ainsi écho au séminaire « La Chine et la démocratie » organisé en 2003 par Mireille Delmas-Marty et Pierre-Étienne Ville. Il ne s'agit pas de reprendre le même sujet 20 ans après, mais de s'inspirer de la fécondité de l'approche à la fois historique, juridique et comparative qui avait été retenue par nos collègues pour éclairer les avatars du phénomène démocratique. Pierre-Étienne Ville observait à l'époque avec un brin d'ironie que, je cite, « nos démocraties industrialisées et libérales sont présentées par la pensée correcte comme l'horizon indépassable auquel devaient tendre toutes les nations. » Fin de citation. La globalisation marchande était censée porter en elle la démocratie comme l'aurore porte la rosée et la révolution numérique ébranler les despotismes en édifiant une agora mondiale échappant à leur emprise. Ces promesses n'ont à l'évidence pas été tenues. En se situant à l'avant-garde du capitalisme de surveillance, la République populaire de Chine demeure fidèle à l'article 1er de sa Constitution, qu'il a défini comme un État, je cite, « de dictature démocratique ». Mais mutatis mutandis, cet oxymore pourrait éclairer aussi une tendance à l'œuvre dans les vieilles démocraties occidentales, métamorphosées en État de marché par le néolibéralisme. Celui-ci, on l'a vu au Chili dès 1973, s'accommode très bien des dictatures et promeut en toute hypothèse une limitation de la démocratie qui mette l'ordre spontané du marché à l'abri de toute espèce de revendication de justice sociale. C'est ainsi qu'à cette fin, Friedrich Hayek, l'un de ses plus brillants théoriciens, avait recommandé dès 1939 l'instauration de fédérations d'États qui placeraient les politiques économiques et monétaires hors de portée électorale, mais pas hors de portée des lobbies, nous avons pu le voir depuis. Eh bien, tel est le tour malheureusement pris par l'Union européenne, nonobstant les principes dont elle se réclame. Le déficit démocratique dont elle souffre a été dénoncé en 2009 avec une impitoyable rigueur juridique par le tribunal constitutionnel allemand, sans que rien n'ait été entrepris depuis pour le combler. De plus, en interdisant toute politique industrielle européenne, la concurrence sans entrave dont la Commission est la gardienne a placé de fait les pays membres sous la dépendance technologique des géants américains du numérique. Quant à la démocratie en Amérique, justement, sa dérive plutocratique se manifeste non seulement dans la conduite ébouriffante de son actuel président, mais aussi dans sa cour de milliardaires de la Big Tech, dont les plus sincères, je cite ici Peter Thiel, avouent, je cite, « ne plus croire que la liberté et la démocratie soient compatibles ». De fait, sous des formes et à des degrés évidemment très différents, la maîtrise du numérique est devenue, aux États-Unis comme en Chine, le principal moyen non seulement de surveiller la population, mais aussi de normaliser les comportements de chacun. À cela s'ajoute depuis peu la fascination pour l'intelligence artificielle, qui serait mieux nommée artifice de l'intelligence, s'agissant des agents conversationnels conçus pour donner l'illusion de la pensée humaine en maximisant des corrélations statistiques. Ces étonnantes performances suscitent de nos jours une sidération comparable à celle des lapins pris dans la lumière des phares. Un pas de côté est donc nécessaire pour prendre la juste mesure des apports et des limites de nos nouvelles machines, pour identifier les risques psychiques, sociaux et écologiques, ainsi que les transformations des modes de gouvernement des pays et des entreprises qu'elles engendrent, et pour concevoir des dispositions juridiques propres à en encadrer l'usage. Tel est le vaste horizon de ce colloque, et nous tenons, Anne Cheng et moi-même, à remercier chaleureusement les collègues qui ont accepté d'y contribuer, la Fondation Hugo du collège qui l'a soutenu,
son personnel qui a œuvré à son organisation, ainsi que vous-même, l'auditoire, dont nous savons dans cette maison combien il stimule la recherche en train de se faire. André Leroi-Gourhan, qui a illustré l'anthropologie au Collège de France, a noté que les révolutions techniques étaient pour l'humanité l'équivalent de mutations biologiques dans le règne animal et qu'elles allaient nécessairement de pair avec une refonte des institutions. Ce fut le cas, par exemple, de l'invention de l'écriture, qui code en unités discrètes la continuité de la parole, ou de l'imprimerie, qui permet une large diffusion des savoirs et des croyances. Ce fut aussi le cas de la première révolution industrielle, qui a donné naissance à ce que Jacques Ellul a nommé le système technicien, dont l'impact sur les conditions de la vie humaine a eu une force sans précédent historique. Rendue possible par les révolutions politico-juridiques du XVIIIe siècle, la révolution industrielle a bousculé en retour au XIXe et au XXe siècle non seulement les droits nationaux, mais aussi l'ordre géopolitique mondial. Ces expériences historiques sont de nature à éclairer les problèmes que pose à la démocratie la révolution numérique, qui est la dernière avatar de ce système technicien. Habermas, à qui l'on doit le concept d'espace public, a montré comment celui-ci avait été remis en cause par le capitalisme industriel. À l'agora d'un public éclairé a succédé un champ de forces idéologiques en compétition dont les plus puissantes se sont efforcées de prendre le contrôle. Les outils numériques, notamment les réseaux sociaux, élargissent le champ de cette compétition sans en modifier les enjeux. Mais l'impact juridique de la révolution industrielle ne s'est pas limité à cette métamorphose de la sphère publique. Elle a donné naissance d'une part au totalitarisme et d'autre part à l'État social. Du point de vue juridique, le trait commun des totalitarismes a été non pas de renforcer l'État, comme le dit une Vulgate étourdie, mais bien au contraire de l'asservir à un parti unique, gardien d'une foi scientiste dans le sens de l'histoire. Quant aux États sociaux, leur trait commun a été au contraire d'instaurer une démocratie économique et sociale de type qualitatif, qui, en donnant voix à la diversité des savoirs de l'expérience, conforte la démocratie politique qui, elle, est de type quantitatif. La révolution numérique se distingue des épisodes précédents de l'industrialisme par trois caractéristiques majeures, sur lesquelles je vais revenir l'une après l'autre. La première est d'assujettir les esprits et pas seulement les corps. La seconde est d'isoler les individus au lieu de les fondre dans des collectifs. Et la troisième est de régir toutes les activités humaines et pas seulement le travail salarié. Première caractéristique, l'emprise psychique. Le despotisme de la fabrique, observé par Marx, exerçait une emprise physique sur un collectif d'ouvriers. Or, ni l'aliénation des corps, ni le fait collectif n'étaient pensables dans les catégories du droit civil. C'est pourquoi l'objet premier du droit social fut d'une part de protéger les corps des femmes et des enfants, c'est-à-dire les plus nécessaires à la perpétuation de la vie des peuples, et d'autre part de donner un cadre juridique à la solidarité des travailleurs en reconnaissant les mutuelles puis la liberté syndicale. Le numérique, en revanche, exerce une emprise psychique. Les humains ne sont plus assimilés à des rouages obéissant à des impulsions mécaniques, mais à des ordinateurs bipèdes, c'est-à-dire à des êtres programmés et programmables pour réagir aux informations qui leur parviennent et atteindre les objectifs qui leur sont assignés. L'aliénation, au sens de la dépossession d'un soi traité comme une chose, n'est alors plus principalement physique, mais essentiellement mentale. En témoigne non seulement la montée en puissance des risques psychosociaux au travail, mais aussi les effets ravageurs des écrans sur notre propre capacité d'attention et plus encore sur la santé mentale des enfants, qui se trouvent ainsi, comme au XIXe siècle, aux avant-postes de l'appel à la réglementation de l'usage des techniques. Deuxième caractéristique, le numérique ne requiert plus des communautés de travail, mais tend au contraire à pulvériser la société en monades individuelles qui se trouvent « alone together »
pour citer ici un beau livre de Sherry Turkle. Il se conjugue ainsi avec le contractualisme néolibéral pour dessiner un monde plat, purgé de la figure du tiers, où le lien social se dégrade en connexion binaire de type on-off. Or, un tel émiettement du monde en unités discrètes est insoutenable non seulement du point de vue juridique et anthropologique, mais aussi du point de vue mathématique, nonobstant les fantasmes nourris par les artifices d'intelligence. Selon René Thom, l'auteur de la théorie des catastrophes, chaque science répond à une aporie fondatrice. C'est une remarque très inspirante. Et l'aporie fondatrice des mathématiques se trouve dans l'opposition discret-continue. C'est ce qui l'a conduit à dénoncer, je cite, « la vulgate moderne qui nous vient essentiellement de l'informatique et qui consiste à dire que tout s'exprime en bits ». Fin de citation. Semblablement, la démolition néolibérale de tous les statuts et de toutes les formes de solidarité héritées de l'État social ne conduit pas à la grande société soudée par des liens d'argent prophétisés par les néolibéraux, mais à toutes sortes de régressions identitaires dont la sphère publique est aujourd'hui le théâtre. Enfin, troisième et dernière différence majeure qui caractérise la révolution numérique, ces effets ne se cantonnent pas au monde du travail, mais affectent la société tout entière depuis le plus jeune âge jusqu'à l'extrême vieillesse, sans épargner nos dirigeants politiques et économiques, ni le monde universitaire. Dans le précédent État industriel, la capacité de penser de ces derniers n'était pas remise en cause, comme on le voit par exemple dans le chef-d'œuvre de Fritz Lang, Métropolis, où seules les masses ouvrières sont métamorphosées en robots. L'État numérique, en revanche, instaure une gouvernance, et non pas un gouvernement par les nombres, c'est-à-dire une mise en pilotage automatique des sociétés dont les dirigeants, selon la formule de Hayek, doivent se contenter de lubrifier le bon fonctionnement sans jamais le remettre en question. Face à cet imaginaire et à son potentiel de dislocation des sociétés et de leurs milieux vitaux, que peut le droit pour mettre nos nouvelles machines au service des humains au lieu de traiter les humains comme des machines? Cette question occupera la dernière partie de notre colloque et je m'en tiens sur ce point à deux brèves observations. La première est que le droit a une fonction d'humanisation des techniques. Lorsqu'une technique nouvelle rend possible ce qui était impossible, par exemple de faire travailler les gens 24 heures sur 24 grâce à l'éclairage artificiel, c'est le droit qui peut humaniser l'usage de cette technique, par exemple en instaurant la journée de 8 heures. À l'impossible est alors substitué un interdit dont la définition doit relever d'un débat démocratique. En deçà même de leur usage, le droit peut aussi intervenir ex ante sur la conception même des machines en imposant ce qu'on nomme des protections intégrées. Cette méthode serait particulièrement pertinente dans le domaine numérique puisqu'elle obligerait à ouvrir la boîte noire des algorithmes, de la constitution des bases de données ou de la conception des agents conversationnels. Alors, seconde et dernière observation pour conclure, le droit est le lieu de projection de nos cauchemars, mais aussi de nos rêves. S'agissant de démocratie, nos merveilleux outils numériques, notamment ceux de traduction automatique, ne pourraient-ils pas servir la réalisation d'un vieux rêve caressé en leur temps par Guillaume Budet, le père auquel on attribue cette maison, Erasme, Leibniz ou Stefan Zweig, celui de constituer une véritable agora, un véritable espace public européen qui se nourrisse de la diversité des cultures et des langues au lieu de l'écraser. Moyennant le respect des trois conditions indispensables à toute institution démocratique, c'est-à-dire l'éducation au bien public, l'éthique de la vérité et l'autonomie économique, ne pourrait-on pas concevoir des plateformes sur les questions majeures de notre temps où s'échangeraient des idées, des expériences au-dessus des frontières de pays aujourd'hui plus enfermés jamais que dans leurs idées et débats nationaux?
lieu par excellence de formation de la jeunesse et du progrès des connaissances par le débat contradictoire, les universités ne pourraient-elles pas porter un projet de ce genre ? L'Union européenne, dont la devise est « unie dans la diversité », ne pourrait-elle pas soutenir une telle initiative ? En stimulant ce que Mireille Delmas-Marty nommait les forces imaginantes du droit, notre colloque pourra, je l'espère, contribuer à la mise en œuvre d'idées de ce genre. Merci de votre attention.